Allez, on attaque tout de suite une idée assez radicale qui nous vient d'Eliot Kova. Ça vient de son texte « Le hacking des villages fantômes » et sa thèse, elle est simple, mais elle est choc. Le grand rêve de la maison à la campagne, en fait, c'est pas du tout une solution. C'est un suicide. Rien que ça. Alors, on va décortiquer ensemble ce qu'il appelle, lui, le suicide du pavillon isolé. Et voilà, dès le départ, le ton est donné. Ce qui est intéressant, c'est que Koval ne dit pas que vouloir quitter la ville, c'est une mauvaise idée. Pas du tout. Au contraire, il dit que c'est un instinct de survie tout à fait sain. Le vrai problème, selon lui, c'est la méthode classique. Et c'est là qu'il parle d'un piège mortel. C'est ce piège qu'on va regarder de plus près. Alors, ce piège, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un rêve qu'on a un peu tous, qui est super ancré dans l'imaginaire collectif, le fameux mythe du pavillon. Ah, ce rêve, on le connaît par cœur, pas vrai? La petite maison isolée à la campagne, la paix, le silence, loin, très loin de l'agitation de la ville. C'est cette idée de se dire « enfin, je vais être indépendant, tranquille, je vais maîtriser mon environnement ». C'est vraiment l'image d'Épinal parfaite du refuge, de l'abri anti-chaos. Sauf que, voilà la question qui tue que pose Eliot Kova. Est-ce que cette indépendance, elle est bien réelle? Ou est-ce que c'est juste une illusion, une autre sorte de prison, qui pourrait même être pire au final que celle qu'on a voulu quitter? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que son analyse, elle est chirurgicale. On laisse le rêve de côté et on plonge dans la mécanique, beaucoup plus froide de ce qu'il appelle le piège de la dépendance. Regardez bien cette comparaison. Quand on est en ville, ok, on dépend du supermarché, c'est assez clair. Mais le truc, c'est que le plan classique « je quitte la ville », eh bien, ça ne règle rien du tout. En fait, on ne fait qu'échanger une dépendance contre un cocktail de dépendance bien plus volatile. D'un coup, la voiture devient vitale, et paf, nous voilà coincés à la merci du prix de l'essence et de l'inflation. Pour Kovarev, c'est carrément une aberration stratégique. C'est un engrenage, un vrai piège. Regardez le cheminement. Étape 1, on signe pour un crédit sur 25 ans. C'est énorme. Étape 2, on devient complètement accro à la voiture. Impossible de faire quoi que ce soit sans elle. Étape 3, avec ces deux boulets aux pieds, le crédit et la voiture, on se prend toutes les crises économiques en pleine figure. Et l'étape 4, c'est un peu le coup de grâce, l'isolement social. Et le résultat de tout ça? Eh bien, la personne qui était juste épuisée par la ville et qui cherchait un refuge se transforme en fait en une proie super facile. Proie de l'inflation, qui vient grignoter son budget, et proie de la solitude, qui, elle, vient grignoter le moral. Et ça nous amène à un autre point, tout aussi critique que le piège financier. Parce que, au fond, la vraie sécurité, la vraie force, ça ne vient pas des quatre murs d'une maison, ça vient des liens qu'on tisse avec les autres. Et pour bien comprendre ça, il y a un concept super important chez Kova, le maillage social. C'est quoi? C'est tout simplement le tissu de relations, les connexions, l'entraide, le soutien qu'on peut avoir les uns avec les autres. Bref, c'est ce qui fait qu'une communauté est solide. Et le problème, c'est que dans le modèle de la maison isolée, eh bien ce maillage, il n'existe pas. C'est le vide. Et c'est de là que découle sa grande idée sur ce qu'est la vraie résilience. Pour lui, la capacité à encasser les chocs, à surmonter les crises, elle ne se construit pas en fuyant les autres, en s'isolant, mais bien en s'organisant avec eux. Et là, c'est le point central. Ça change tout. La perspective est complètement retournée. La solution, ce n'est pas chacun dans son coin, c'est tous ensemble. La vraie force, elle est dans le collectif, pas dans sa petite forteresse personnelle. Tout ça nous amène à la conclusion de ce premier chapitre. Une conclusion qui est, disons-le, assez brutale. Mais pour l'auteur, elle est absolument nécessaire. C'est un peu un appel à l'action et un appel radical. Et la voilà, cette phrase. La phrase choc. Il faut tuer le rêve du pavillon individuel. C'est fort, hein? C'est un véritable électrochoc. Pour Kova, c'est simple. Si on ne déconstruit pas ce fantasme, on ne peut pas avancer. C'est la toute première étape. Parce que le bilan, au final, il est sans appel. On croit acheter son indépendance, et en réalité, on s'achète une double fragilité. D'un côté, une fragilité financière, à cause de la bagnole et du crédit, de l'autre, une fragilité sociale, à cause de l'isolement. Donc, ce pavillon qui devait être un refuge, il se transforme en prison. La question qui reste en suspens, c'est, si ce rêve-là est une impasse, on commence par où alors, pour construire autre chose de vraiment solide? On a tous en tête cette image, hein, les villages abandonnés, le symbole d'un déclin qu'on pense inévitable. Mais et si cette vision était complètement fausse? On va plonger dans une perspective radicalement différente, tirée des travaux d'Eliot Kova. Et ça pourrait bien tout changer. Alors, la question est posée. Un village abandonné, est-ce que c'est vraiment mort?
Ça a l'air simple comme ça, mais la réponse va à contre-courant de toutes les idées reçues. C'est exactement ce mythe-là qu'on va déconstruire ensemble. Le récit qu'on entend partout est plutôt sombre, non ? On parle de dépeuplement, de services qui ferment les uns après les autres, de zones carrément oubliées par le progrès, bref, une sorte de fatalité économique, comme si on ne pouvait rien y faire. C'est notre point de départ, mais attention, ce n'est pas du tout là où on va arriver. Bon, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord poser un diagnostic. Et ce phénomène, il a un nom. Un nom qui fait un peu froid dans le dos d'ailleurs. La diagonale du vide. Voyons un peu ce qui se cache derrière. Alors cette diagonale du vide, qu'est-ce que c'est exactement ? Imaginez une grande bande de terre qui traverse la France, en gros des Ardennes jusqu'aux Pyrénées. Une zone immense où la densité de population est très faible et où la démographie est en chute libre. C'est comme une cicatrice qui traverse la carte du pays. Et concrètement sur le terrain, ça donne quoi ? Eh bien ça donne des villages fantômes, des infrastructures laissées à l'abandon, et puis des maisons qui se vendent pour une bouchée de pain, littéralement. Pour le système économique centralisé, le verdict est tombé et il est sans appel, ces zones-là ne sont plus rentables. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'Elliot Kova, lui, arrive et propose de regarder tout ça d'une manière complètement différente. Pour lui, ce n'est pas un déclin, non, c'est une faille dans le système. Pour le système, la lecture est simple. Ces zones, c'est une anomalie, c'est une perte, bref, une tragédie économique. Vu qu'elles ne rapportent plus d'argent, qu'elles ne participent plus à la croissance, eh bien on les considère tout simplement comme mortes. Et là-dessus, Kova répond. Et sa réponse est percutante. Il dit « Pas une tragédie, mais la plus grande faille foncière et politique du XXIe siècle. » Rien que ça. Vous sentez comme ça change tout le raisonnement ? Regardez, ça résume parfaitement l'opposition. D'un côté, le système qui voit des zones mortes. De l'autre, Kovac qui y voit une page blanche. Ce qui était considéré comme non rentable devient une faille systémique. Et la tragédie, eh bien, elle se transforme en opportunité. Cette idée de page blanche, elle est vraiment centrale. Koval va même plus loin, il parle de pirater ces territoires. Alors pourquoi ce mot, pirater ? Parce que c'est justement parce que le système les a abandonnés que l'opportunité est née. Puisque ces lieux ont été déclarés sans valeur par le système, on peut y écrire de toutes nouvelles règles du jeu. Ok, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, ça veut dire quoi ? En quoi consiste cette opportunité ultime ? Allez, on passe aux conséquences concrètes. Pour Kova, c'est simple. On est face à la plus grande opportunité immobilière de notre temps. On parle de maisons, parfois même de rues entières qu'on peut acheter pour des prix symboliques. 1 euro par exemple. Et la raison est toute bête. Puisque le système a décidé que ces endroits ne valaient plus rien, eh bien, leur valeur sur le marché s'est totalement effondrée. En fait, la logique derrière tout ça est assez simple. Elle se déroule en 3 étapes. 1. Le système, qui ne pense qu'à la rentabilité, abandonne une zone. 2. Sa valeur immobilière s'écroule. Elle devient quasiment gratuite. Et 3. La faille est là, sous nos yeux. Un potentiel foncier énorme devient accessible pour tous ceux qui savent voir plus loin que le profit immédiat. Et on termine sur cette question, qui est un peu une provocation, c'est vrai, mais à l'heure où nos grandes villes deviennent invivables, hors de prix, et si le véritable avenir était en train de se construire, non pas sous les projecteurs, mais dans le silence de ces zones qu'on croyait mortes pour de bon. C'est une idée qui mérite qu'on s'y arrête, non ? C'est ça, le hacking des villages fantômes. L'idée de base, c'est de transformer un simple exode en une véritable reconquête. Et tout commence avec cette phrase qui est quand même assez provocatrice. Il faut tuer le rêve du pavillon individuel. Bam, ça pose les bases, non ? Ça nous force à nous poser la question, c'est quoi au fond le but de l'exode urbain ? Est-ce que c'est vraiment de finir isolé avec un crédit sur le dos pour un pavillon, ou est-ce que ça pourrait être de construire quelque chose de plus grand, de beaucoup plus solide ? En fait, cette phrase, c'est un peu la clé qui va nous ouvrir la porte de toute la stratégie. Bon, comme dans tout bon hack, la première chose à faire, c'est de trouver la faille dans le système. Et ici, la faille, eh bien, c'est une idée qu'on a tous un peu en tête, une croyance hyper répandue, celle que la maison de campagne isolée, c'est la solution. Sauf qu'en réalité, c'est un piège. Parce que, soyons honnêtes, en quittant la ville, bien souvent, on ne fait que changer de dépendance. On passe de la dépendance au métro et au supermarché à une dépendance totale à la voiture, et donc au prix du pétrole. On croit chercher la paix et on finit par trouver l'isolement. Et face à la moindre crise, que ce soit économique ou autre, on est complètement vulnérable. Parce que la résilience, eh bien, ça ne se construit jamais tout seul. Et c'est là qu'elle apparaît, la fameuse faille, elle est béante. D'un côté, vous avez les métropoles, devenues invivables, où le moindre mètre carré coûte une fortune. Et de l'autre, des campagnes entières abandonnées. Des territoires où le foncier est bradé, où il y a des infrastructures qui existent déjà, mais qui sont laissées à l'abandon. C'est une anomalie complète du système, un bug énorme.
Et comme tout bug, c'est une opportunité en or pour qui sait l'exploiter. D'accord, on a la faille. Maintenant, comment on l'exploite? Eh bien, le plan, il porte un nom qui claque, on dirait une opération de haute finance, l'OPA citoyenne. L'offre publique d'achat citoyenne. Et ça, c'est l'arme au cœur de notre braquage légal. Le concept, vous allez voir, il est à la fois simple et absolument redoutable. L'idée, c'est qu'au lieu d'agir chacun dans son coin, un groupe de citoyens met tout en commun, tout son capital, pour racheter non pas une maison, mais carrément un territoire. C'est là toute la différence. On passe de l'action individuelle à une véritable offensive collective. Allez, rentrons dans le vif du sujet, la mécanique du braquage. Comment ça se passe, concrètement, étape par étape? C'est là que le plan prend toute sa saveur. L'opération se déroule en 4 étapes très claires. Étape 1, on forme l'équipe, le noyau dur, le hameau. Étape 2, on crée l'outil, l'arme légale, une SCI coopérative. Étape 3, le nerf de la guerre, on met le butin en commun, on mutualise le capital. Et enfin, étape 4, on lance l'attaque, on rachète une zone entière. Alors, la première question c'est, pourquoi 50 personnes? Ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau, hein. 50, c'est le nombre magique. C'est ce qui permet d'atteindre ce qu'on appelle la masse critique. C'est-à-dire être assez nombreux pour avoir plein de compétences différentes dans le groupe, une vraie force de frappe financière et, on va le voir juste après, un poids politique qui change tout. Et là, attention, voilà la puissance de feu financière. Quand on met en commun les apports de chacun, et souvent on parle de ce qu'une seule personne aurait mis dans un petit appart en ville, eh bien le groupe, d'un coup, il se retrouve avec une force de frappe d'1 voire 2 millions d'euros. Là, on ne joue plus du tout dans la même course sur le marché immobilier. Les règles du jeu viennent de changer. C'est ça l'effet de levier collectif. C'est juste énorme. Regardez la différence. En mode classique, tout seul, avec mettons 100 000 euros, on s'achète quoi? Une maison en ruine, à retaper pendant des années? Mais avec l'OPA citoyenne, à 50, avec 1 ou 2 millions d'euros, on n'achète plus une maison, on achète la rue, les terres autour, les commerces fermés, l'échelle n'a plus rien à voir. Et les résultats, ils sont immédiats. C'est le premier butin. D'un coup, on sécurise un territoire entier, fini la peur de la spéculation immobilière. Le coût pour se loger, il est divisé par 10, littéralement. Et le plus important, on rachète les infrastructures clés, l'ancien garage, la boulangerie, tout ce qui va permettre de construire l'autonomie plus tard. Mais en réalité, le butin, le vrai de vrai, ce n'est pas les murs ou les terrains, non. Le butin final de ce braquage, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux. C'est le pouvoir. Le pouvoir de décider collectivement de son propre avenir. Et c'est là que la stratégie devient vraiment géniale. Parce que l'exode, qui était une fuite individuelle, devient une arme politique. Le simple fait de déplacer un groupe de personnes, même un petit groupe, ça suffit à complètement redéfinir le pouvoir au niveau local. Le hack, ici, il est purement démocratique. C'est juste des maths, en fait. Prenez un petit village avec, disons, 150 votants. Si d'un coup, 50 nouveaux adultes en âge de voter arrivent, eh bien, ce n'est plus un détail. C'est un séisme qui bouleverse complètement le rapport de force politique. D'un seul coup, notre hameau représente 25% du corps électoral, un quart des voix. Et c'est un bloc de vote qui est cohérent, qui est organisé. Résultat, aux prochaines élections municipales, ce groupe a mathématiquement le pouvoir de faire basculer le vote et de prendre la mairie. Et tout ça en toute légalité, bien sûr. Et une fois qu'on a la mairie, on a les clés du territoire. On contrôle par exemple le fameux PLU, le plan local d'urbanisme. C'est ce qui permet de dire ce qu'on a le droit de construire et où. Et là, le groupe peut enfin légaliser des habitats un peu alternatifs, bloquer des projets industriels qui ne plaisent à personne, et surtout sanctuariser les terres agricoles pour l'avenir. Et voilà, l'objectif final se dessine. Le village fantôme n'est plus fantôme. Il n'est plus un simple dortoir. Il est littéralement ressuscité. Il se transforme en une véritable zone autonome, la base d'une communauté qui a repris son destin en main. Parce qu'une fois que le territoire et le pouvoir politique sont verrouillés, la dernière étape peut commencer. Construire la souveraineté, la vraie. On parle de quoi? De micro-réseaux électriques, de gestion de l'eau en circuit fermé et bien sûr de souveraineté alimentaire. Le but ultime, c'est de bâtir une enclave qui soit vraiment résiliente, capable d'encaisser les chocs du monde extérieur. Du coup, on termine avec cette question qui est au fond la plus importante. Si on applique ce genre de stratégie, est-ce que l'exode est encore une fuite? Ou est-ce que ça devient une reconquête? Ce n'est plus juste un choix de vie individuel, ça devient un acte politique collectif. Voilà, de quoi réfléchir.